Preview. À l'évidence, ça n'est pas un mouvement anodin. Il y a une aspiration démocratique très forte. Il y a aussi une dimension socio-économique qui est évidente. Donc, moi, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, c'est une réappropriation démocratique, une réappropriation du débat politique, sans doute par une partie de la population qui était jusque-là assez éloignée de la vie politique. C'est un mouvement de colère et je considère que ça s'inscrit dans un mouvement de long terme qui tient à ce qu'on a vécu depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais qui va sans doute plonger ses racines auparavant. J'ai rencontré des Gilets jaunes, oui, sans la presse. Ce que j'en ai tiré, c'est des questions qui sont les questions qui sont posées partout en France. C'est une désaffection vis-à-vis du pouvoir politique, combien vous gagnez comme parlementaire, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de privilège pour vous-même qui êtes responsable politique, enfin, c'est la question qui m'était adressée. Des questions assez diverses sur ce qui circule sur Internet, des choses qui sont parfois un petit peu fantasques, fantasmées, et puis des questions très concrètes sur les conditions de vie, une forme de misère, une forme de détresse, une forme de sentiment de déclassement. Ça existe, c'est là. Donc il faut qu'on le prenne en compte, qu'on le prenne en considération. On observe quand même que plusieurs longues semaines après le début du mouvement, le soutien de la population reste assez fort à ce mouvement, et que même si ce mouvement décroît en intensité, en restant quand même significatif, il y a une partie des gens qui ne sont plus sur les ronds-points, mais qui sont encore gilets jaunes dans leur tête, ou chez eux. Donc je pense que la colère qui s'est exprimée, la revendication qui est très profonde, elle perdure, et qu'il faut qu'on apporte des réponses à ce mouvement. En tant que tel, je considère qu'une aspiration à une démocratie directe n'est pas une mauvaise chose. Je crois qu'il ne faut pas non plus surestimer ou tout attendre de ce type d'expression démocratique. Parce qu'il y a quand même beaucoup de paradoxes autour de la démocratie directe. D'abord, il y a des gens qui ne vont pas voter et qui tout d'un coup découvrent l'intérêt de la démocratie, du débat public, de l'expression personnelle. Et on peut considérer quand même que dans l'offre politique, notamment dans une élection présidentielle, il y a quand même une très très grande diversité d'offres et qu'on peut trouver finalement ce qui nous correspond, ce qui correspond à chacun. Donc je pense que c'est aussi le RIC, c'est le verso de l'insatisfaction démocratique et le verso de l'insatisfaction par rapport à la démocratie représentative. Et il me semble qu'il y a des exemples intéressants de démocratie directe, des conseils citoyens, des budgets participatifs. On a eu dans ce département des référendums locaux, sur la RCEA, sur la RN 73. Donc on voit que ça peut être utile. Mais moi je pense qu'il faut équilibrer démocratie représentative et démocratie directe. Hugo, Victor de son prénom, disait souvent la foule trahit le peuple. Je pense que l'équilibre autour de la représentation démocratique, la représentation parlementaire, la représentation par les élus, permet aussi de tempérer des demandes qui parfois sont des demandes immédiates et qu'on donne un petit peu de temps long pour lisser les choses. Donc il faut de la représentation, il faut de l'expression directe, à la manière suisse, mais même les Suisses disent que leur système il n'est pas transposable partout et que c'est une culture particulière. La France, elle a des institutions politiques, elle a des pratiques démocratiques qui lui sont propres. On ne peut pas importer à n'importe quelle condition des systèmes qui viennent d'ailleurs. Donc il en faut un peu, il faut le mixer avec la démocratie représentative et puis il faut surtout redonner confiance dans les institutions qui existent aussi. Sur ce grand débat national, non, ça ne sert pas à rien.
parce que visiblement il y a des salles pleines et des gens qui vont s'exprimer. Donc ça rencontre, cette proposition de débat rencontre une demande démocratique. Donc, je pense que ça ne sert pas à rien. Que ce soit un bon coup politique pour le président de la République, c'est évident. C'est évident, c'est juste avant les européennes, c'est une campagne à bon compte, c'est très instrumentalisé. Les thématiques proposées elles-mêmes sont assez opportunes pour le pouvoir en place. Il ne faut pas être dupe de tout ça. Mais ça n'empêche pas, et moi j'appartiens à un mouvement politique, le Parti socialiste, qui nous invite à participer à ce débat. Ça n'empêche pas d'aller aux débats qui sont organisés, d'exprimer ce qu'on a exprimé, et surtout d'écouter. Parce que je trouve qu'il y a quand même un paradoxe dans une période où on a un débat qui doit permettre d'écouter, d'entendre ce que la population a à dire, à prendre le micro, à ne pas le lâcher, à le garder pendant des heures. Donc si les responsables politiques, qui sont déjà contestés, confisquent le micro et expliquent à la population ce qu'elle doit comprendre, je pense qu'on est à l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut d'abord écouter. Moi, je crois qu'il faut partir de mes convictions profondes et puis de la situation actuelle. Hein. Donc, comme citoyen, moi, je poserais la question de la fiscalité, parce que tout est parti de la fiscalité, à plusieurs niveaux. Comment on va chercher l'argent là où il est? Et l'argent, aujourd'hui, il est du côté des dividendes, de la rémunération du capital, et pas suffisamment de la rémunération du travail. Et la crise des Gilets jaunes, au fond, elle traduit quand même une insatisfaction par rapport au pouvoir d'achat, par rapport aux revenus. Donc moi je partirais de l'ISF, parce que ça a été une mesure injuste. Alors on nous dit, l'ISF ça existait, ça n'empêchait pas les gens d'être pauvres. Ben non, mais ça produisait de plus en plus d'argent, et c'est un instrument de redistribution. Donc je pense qu'il faut reposer la question de l'ISF, comme le fait le Parti socialiste. Je pense qu'il faut aller chercher de l'argent du côté des GAFA, parce que les GAFA ont beaucoup d'argent, sont sous-taxés. Je pense qu'il faut se poser la question, comme le font certains communistes d'ailleurs, du prélèvement à la source pour les entreprises. Il y a sans doute quelque chose à aller chercher. Deuxième sujet, c'est se poser la question de la France dans le monde, et la question de la mondialisation. Comment on repense la mondialisation? Comment on fait en sorte qu'on n'exploite pas la pauvreté à l'autre bout du monde par des chaînes de sous-traitance infinies, pour que des enfants, des jeunes, des femmes travaillent dans des conditions lamentables, et puis qu'on essaye de sortir d'un cycle géopolitique où on est plutôt sous l'influence de Trump, qu'on remette des questions sociétales, environnementales, planétaires à l'ordre du jour des débats mondiaux. Troisième sujet, c'est la question de la transition écologique. L'urgence écologique, elle est absolue. Emmanuel Macron est finalement dans une logique assez étroitement pro-business. Il faut que la machine tourne, il faut qu'on produise. Je crois qu'il n'est pas le seul. Et d'ailleurs, ses prédécesseurs, dont nous sommes tous partis, n'ont pas été à la hauteur totalement des attentes. Donc il faut qu'on mette vraiment l'accent sur la question de la transition écologique. Quatrième proposition, c'est une question institutionnelle, mais moi je ne vais pas les chercher du côté des élus. Les élus, il y en a trop, c'est ce qu'on nous disait l'année dernière, 17 juillet, il y a trop d'élus en France, Emmanuel Macron a enjambé les corps intermédiaires, ça ne servait plus à rien, puis là tout d'un coup il est bien content d'aller les voir. Je pense que la question institutionnelle, il faut la poser aussi par rapport à la place du président de la République dans nos institutions. Le principal déséquilibre qu'on vit dans nos institutions françaises, c'est l'exorbitante place que prend le président de la République. L'exécutif est tout puissant, le Parlement est insuffisamment puissant dans ses fonctions de contrôle, de mise à l'ordre du jour de textes, et c'est ça qu'il faut rétablir. Dernier sujet, c'est un sujet territorial. Dans la crise des Gilets jaunes, il y a une dimension territoriale, et on voit qu'on a, le centre-ville de Châlons n'y échappe pas, une forme de désertification des centres-villes. C'est d'autant plus vrai que la commune est petite et qu'elle est dans le milieu rural, mais ce sujet-là mérite aussi d'être posé, comme on fait pour maintenir une armature territoriale avec des commerces, avec des services publics. Ce dégoût, il faut d'abord en prendre la mesure et ne pas le nier. Il y a effectivement un sentiment diffus que la classe politique est soit impuissante, soit incapable, soit intéressée pour elle-même, soit corrompue, ce qui est très largement faux.
Il y a de très mauvais exemples, il y a des gens qui ont fait des choses qui sont totalement répréhensibles, qui la plupart du temps d'ailleurs ont été sanctionnés. Il y en a aussi d'ailleurs qui ont fait des choses totalement répréhensibles et pour qui les gens votent régulièrement, scrutin après scrutin. Moi je pense qu'effectivement il faut plus de transparence. Je crois qu'on va plutôt dans le bon sens. Après il n'y a pas de tabou, enfin, je veux dire, les représentants du peuple émanent du peuple. Donc si à un moment on se dit notre système doit changer, je crois qu'il faut entendre tout, il faut le faire sans jeter des pierres et forcément promettre l'échafaud à tous les représentants par principe. En revanche, il faut se poser toutes les questions qui sont utiles. Il faut faire évoluer les choses aussi, mais attention, il y a aussi des victimes faciles. Je crois que les élus sont des victimes faciles. Pensons aussi à l'exécutif, j'en ai parlé tout à l'heure. Pensons aussi à la presse, qui est une victime habituelle de la vindicte publique en ce moment. Donc il faut faire attention à ne pas tout critiquer par principe, à rectifier ce qui doit être rectifié, et puis essayer de travailler dans un esprit de fraternité, parce que les représentants, ils représentent le peuple, et souvent d'ailleurs, les représentants ne sont pas plus mauvais ni meilleurs que le peuple dont ils sont issus.